Bienvenue dans une nouvelle mosaïque spirituelle. Alors, ouvrez vos âmes et vos oreilles, ensemble, libérons les énergies. Wait a minute. Who are you? Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue dans ce 6e épisode de la mosaïque spirituelle. Aujourd'hui, on va parler livraison de Deliveroo, livraison Uber Eats, livraison rapide, tout simplement. Et on va parler de ces services privés et plus globalement, à la fois un peu de la précarité dans ce métier-là, des risques du métier aussi. Et pour parler de ces sujets assez importants, je vous présente Vanny de la chaîne Va-Vie Va-Vite. Écoute, enchanté, merci de m'inviter. Avec plaisir, avec plaisir. C'est un sujet quand même assez intéressant qui touche un peu tout le monde. Donc, je me suis dit que ça pouvait être assez cool de présenter le sujet avec toi en ta présence. Donc, tu es livreur Uber Eats et Deliveroo et ambassadeur Delicity. Alors, livreur depuis 10 ans, ça, si je dis pas de bêtises. Alors depuis 10 ans et 1 mois maintenant. Ok, ah ouais, du coup, ouais, c'est assez fou. Tu te décris comme expert et analyste livraison. Ça, tu t'analyses tout le système, donc tu es carrément proactif en fait dans ce domaine-là. On va rentrer un peu dans les détails et tu es du coup méga actif là-dessus. Tu opères principalement vers la défense, c'est ça? Oui, mon secteur, ça va être la défense plus les villes aux alentours, donc Colomb, Bagnères, Nanterre. Bon, oui, j'y vais pas trop, mais tu vois, sur Rennes, tout le secteur, on va dire, de ce côté-là de la Seine, même si je vais un petit peu des fois, c'est vrai, à Neuilly et le Valois, quoi. Ouais, bah alors qu'est-ce qui du coup t'intéresse le plus dans ce secteur-là? Qu'est-ce qui fait que tu vas principalement dans ce secteur-là et pas dans d'autres? Bah, déjà parce que j'habite à côté, là on est vraiment au pied de la Défense en fait, hein. Alors vous le voyez peut-être pas, mais on est vraiment en face des tours de bureaux. Et donc c'est vraiment un secteur que j'aime bien, qui est très particulier. Il a fallu un peu de temps pour le maîtriser, hein, parce que tu sais bien que des fois tu arrives et puis en fait c'est en face, mais c'est 8 étages en dessus, enfin au-dessus ou en dessous. Ouais. J'aime bien aussi le fait de livrer dans des villes entre guillemets plus classiques. Et donc ça me permet de changer d'environnement, tu vois, en travaillant. C'est-à-dire que d'une course à l'autre, je peux me retrouver dans les bureaux, dans les souterrains, je peux me retrouver dans des quartiers pavillonnaires, voir des cités. Donc c'est un peu cette variation-là, surtout que ça fait 10 ans. Donc au début, à la limite, je voyais pas trop l'intérêt, mais au bout d'un moment, tu as besoin, si tu veux, d'avoir une certaine diversité là aussi, quoi. Et du coup, tu as pris le train même assez rapidement parce que ça fait déjà plus de 10 ans que Uber Eats existe avec d'abord Uber Fresh en 2014. C'est arrivé d'abord en Californie, du coup, Uber Fresh. Et en gros, la première proposition d'Uber Fresh, c'était tu as un menu à $12, c'est toujours le même menu, toujours le même prix, mais du coup, il est livré assez rapidement. Donc ça a été d'abord testé du coup aux États-Unis à Santa Monica. En France, on a eu Allo Resto qui s'y est tenté dès 1998 et qui est revenu en force avec Just Eat quand ils se sont fait racheter donc en 2011. Et Allo Resto a complètement scindé avec Just Eat, enfin c'est complètement devenu Just Eat en juillet 2018. Et pareil pour Deliveroo, ça arrive en 2015 dans 12 pays et 84 villes. Ça fait depuis mars 2016 que Uber Eats est à Paris. Et ma première question, c'était comment tu as intégré ce secteur professionnel? En vrai, moi déjà de base, c'était pas une volonté d'intégrer ce secteur-là. Moi, j'ai essayé de trouver une activité professionnelle parce que j'avais été indépendant et du coup, je cherchais des petits boulots pour me relancer. Et c'est vrai que j'avais entendu parler de ces livreurs, si tu veux, voilà, des mecs en vélo avec des gros cubes à l'époque. En France, à l'époque, il y avait que Deliveroo et Foodora. Et Foodora, à la base, il faut savoir que c'était créé comme étant une copie exacte de Deliveroo. C'est des Allemands qui sont des serial entrepreneurs qui font des copies de tout ce qui marche. Et en fait, j'étais dans un restaurant, j'étais invité, c'était un rendez-vous galant à l'époque, hein. Et c'était un HD dinner, je me souviens, à Paris. Et je cherchais, j'étais pas bien dans ma tête, je cherchais, donc c'est pour ça que j'avais accepté pour prendre un petit peu l'air, je cherchais vraiment un métier. Et en fait, je vois ce mec, il pleuvait dehors, tu vois, et je vois ce mec qui arrive avec une tenue complète, tu vois, Deliveroo, qui était en vélo. Il arrive, il dit bonjour, vous allez bien, super. Il donne le numéro 14, merci, bonne journée, il repart. Et je le vois sur son vélo, je lui dis, non mais attends. Le mec, il est payé, on n'emmerde pas. Ouais. Tu vois, il fait son vélo tranquille. Donc, il y a un truc qui va pas, c'est pas ça, c'est pas possible. C'est pas trop simple, pas si simple quoi. Ouais, c'est ça, c'est pas possible. Tu peux pas être payé pour faire du vélo et faire ça, quoi. Donc, je fonce, je vais le retrouver dehors. Alors, le port, je l'ai ralenti parce que du coup, lui, il allait partir. Ouais. Et je lui posais plein de questions. Et quand je lui dis, ouais, mais ça marche comment? T'es payé pour faire du vélo? Et j'y croyais pas. Moi, j'adore faire du sport, faire du vélo, tout ça, j'adore.
À la base des Tours de France, j'en rate pas un. Donc, et en fait, je lui posais combien il gagne, combien il touche. Et il me dit, ouais, moi je travaille beaucoup, mais bon, je travaille pas non plus tout le temps, tout le temps. Et en brut, je fais 4 000 par mois. Donc là, ça a fait tilt. Je me suis dit, ok. Comment on fait pour s'inscrire? Il est Ouais. plus là sur Internet. Ok, le soir même, je me suis inscrit. Après, le process, il était quand même assez long. Il est très long. Il venait d'ouvrir le secteur de la Défense parce que c'était vraiment que Paris Intramuros. Ok. Donc, il venait à peine d'ouvrir le secteur de la Défense qui était le premier secteur hors de Paris. Et là, bah, écoute, assez rapidement, ça met quand même 3 semaines, un mois. Je me retrouve à pouvoir travailler. Il y avait des créneaux. Et dès que j'ai livré, j'étais tout excité. Et je me suis dit, bah, tu sais quoi? On va faire ça. On va aller jusqu'au bout des choses. On va voir si j'arrive à faire aussi 4 000 euros par mois. Il se trouve que j'avais beaucoup de dettes à l'époque. Donc, en fait, je me suis dit, je pourrais épurer mes dettes, tu vois, Bah ouais, clairement, progressivement. bien sûr. Et surtout, il y a cette sensation, si tu veux, où c'est clairement pas facile quand il pleut, tout ça. Ouais, C'est bien vrai que sûr. c'est pas facile, c'est pas évident. Mais en même temps, en fait, tu sais, t'es pas enfermé. Tu es à l'air libre. Et à l'époque, on n'avait pas de vélo électrique. Donc, on faisait Oui. vraiment du sport. Oui. Ça nous permettait vraiment de nous sentir bien. Il y avait un côté très sain, en fait, dans ce métier-là. Et on était payé aussi de l'heure. Donc, toutes ces conditions font que bah, je me suis lancé à fond. J'étais loin de me douter que j'allais faire plus de 10 ans de livraison. Mais en Ouais, tout ouais. cas, je savais que j'allais durer un petit moment, quoi. Ok, c'est trop cool. Et alors, tu en avais parlé en mars 2025, du coup, l'an dernier. Mais il y a DoorDash, qu'on connaît pas du tout aux États-Unis, mais qui est très connu, qu'on connaît pas du tout en France, pardon, mais France, qui est ouais. très connu aux États-Unis, qui avait fait un peu une pseudo-opération marketing en livrant notamment à la Maison-Blanche, à Donald Oui. Trump, avec Donald Trump qui récupère le colis de la dame. En plus, c'était une doyenne, je sais pas quoi, c'était Ouais. une des premières livreuses de DoorDash. C'est ça. Et en gros, ils ont racheté, Deliveroo. Deliveroo, et aussi Caviar, Showbotics et Wolt qui sont des Wolt, ouais. entreprises du coup pareil dans le même secteur, mais du coup Mm. basées aux États-Unis. Comment toi, tu as vu ces plateformes évoluer depuis 10 ans? Qu'est-ce que tu penses de cette évolution en fait depuis 10 ans des plateformes? Bah, en fait, je trouve ça super intéressant et je trouve ça aussi très cruel. Après, c'est le monde du business. Pourquoi? Parce que à l'époque, il y avait deux choses. Il y avait Allo Resto. Technologiquement parlant, ils se sont reposés sur leurs acquis. Donc, voilà, ils ne sont pas foulés. C'est ce qui a d'ailleurs provoqué leur perte. Et il y avait tous ces indépendants avec leurs camionnettes et des espèces de camionnettes frigorifiques qui se baladaient dans le quartier. Donc, chacun avait son secteur et qui te livrait du poulet principalement, des sandwichs au poulet la nuit. Ok. Donc, en fait, tu avais ces deux solutions, mais c'était pas pratique. Uber Eats avait fait des tests, etc. Et en Europe, en France en l'occurrence, parce que chaque pays est différent, bah, plein de sociétés se sont créées. Il y a eu Take It Easy qui a fait faillite. Pourquoi? Parce que bah, c'était pas assez rentable. Donc les gens, ils ont préféré donner à Deliveroo qui était plus rentable pour eux. Il y avait Foodora qui était très très bien en place. Et clairement, ça a été une vague parce que technologiquement parlant, tu peux payer sur ton téléphone, tu as l'application, tu as la géolocalisation en direct. Il y a plein de services qui font que c'est beaucoup plus pratique. Personne ne va aller chez le resto. Alors, Resto, ils se sont fait racheter par Just Eat, mais Just Eat en France, c'était pas leur marché principal. Je connais un mec qui était au siège à Just Eat et même ils ont reconnu que c'était n'importe quoi en France. C'est-à-dire qu'ils voulaient pas vraiment investir, mais ils ont quand même investi. Enfin, Ouais. ils ont essayé de salarier. C'est pas un modèle qui marche pour le salariat, je trouve, donc ça a été vraiment compliqué. Et donc, à l'époque, évidemment, faut attirer des coursiers. Donc, comment on fait? Bah, on paye de l'heure. Donc, on met des méga bonus, etc. C'est un peu le même modèle d'ailleurs que Flixbus, hein. Et forcément, qu'est-ce qui se passe quand on a de plus en plus de réussite et de succès? Bah, on a moins besoin de payer les gens. Oui. Donc forcément, on les paye plus à l'heure, parce qu'à l'époque, c'était 7,50 € de l'heure. Moi, j'ai commencé, c'était 7,50 € de l'heure plus 4 € la course. C'est archi méga rentable, hein. Surtout à Paris, quoi. Après, bah, c'était à 2 € la commande, et si t'étais bon, tu négociais pour monter à 4 €. Après, c'est passé à 5,75 € à Paris et 5 € en province. Et après, c'est la tarification dynamique. Alors là, c'est un algorithme, et on se cache derrière l'algorithme qui gère tout. Pareil pour Uber Eats. Uber Eats, quand ils sont arrivés, ils ont fait beaucoup de mal, si tu veux, parce que bah, ils étaient très, c'était directement un espèce d'algorithme, quoi. Et on aurait pu se dire, ça aurait pu s'arrêter là, parce qu'après, il faut être honnête, ça n'a pas énormément évolué depuis plusieurs années. Il y a le Covid qui a boosté un peu, mais pas tant que ça. Et forcément, comme toutes les startups, qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? C'est soit tu échoues, soit tu te fais racheter. Et là, c'est les plus gros qui rachètent. Donc en France, on connaît beaucoup Uber. Ouais. Mais en réalité, dans la livraison de repas aux États-Unis, DoorDash, mais ils ont éclaté Uber. Mais vraiment, ils l'ont éclaté. Ils sont très agressifs. Ils sont connus pour avoir, bon, j'espère qu'on va pas me virer, mais à la base, ils récupéraient les pourboires des livreurs, ils inscrivaient des restaurants, les restaurants n'étaient même pas au courant. Wow. Enfin, ils sont très agressifs, très agressifs. Leur stratégie était simple, c'est OK, on va pas aller dans les grandes villes. Dans les grandes villes, ils connaissent Uber. Nous, on va aller partout ailleurs. Et après, avec la puissance qu'on a, on va arriver dans les grandes villes. Ils ont aussi innové sur pas mal de choses. Donc, ils sont très agressifs. Il n'y a pas que du mauvais, mais voilà. Et là, en fait, c'est pas compliqué. Tu as vraiment un regroupement. Foodora, ils avaient Foodpanda en Asie qu'ils ont vendu. Il y a eu des achats, ventes, Just Eat aussi, etc.
DoorDash, ils se sont dit, OK, on veut aller en Europe. Comment on fait? Donc, ils ont racheté effectivement plein de structures pour faire réservation près des restaurants, etc. Mais en Europe, ils ont racheté Volt et Deliveroo. Volt, c'est Deliveroo, mais en Europe de l'Est. Donc, en Ok. gros, là, ils sont présents, mais quasiment Partout. partout en Europe, pour plusieurs milliards d'euros quand même, il faut le savoir. Et là, ce qu'ils font, c'est que, j'ai eu la confirmation d'ailleurs au siège, mais moi, je suis beaucoup la presse spécialisée, c'est que depuis quelques mois, depuis à peu près 2 mois, en fait, ils ont investi des millions pour faire une application pour le futur Oui. qui regroupe tous Tout. les pays Ok, dans lesquels ça ils sont marche. implantés, directement ou indirectement. Donc les marques, la marque Deliveroo est forte aujourd'hui. Dans 10 ans, je ne suis pas sûr qu'ils soient encore Deliveroo. Mais en tout cas, là, ils préparent vraiment ça. Ils ont commencé, si on regarde bien sur les applications par rapport à Uber, les frais de livraison sont offerts quasiment. Donc là, ils sont vraiment en train de commencer gentiment pour dire Uber, Grignoter coucou, le terrain, on quoi. va faire comme aux États-Unis, on va vous éclater. Et en fait, ce qui va se passer, je pense qu'Uber, clairement, ils sont mal. Ça les remet en question. Donc Uber, eux, leur stratégie, c'est d'être présent avant Deliveroo, parce que Deliveroo ont pris du retard dans pas mal de secteurs. Mais moi, j'ai entre guillemets confiance en DoorDash pour Tout rafler, pour malheureusement, détruire, ouais, pour bien tout sûr. rafler. DoorDash, ils ont Ouais, même 2 applications en fait dans une. C'est-à-dire que soit tu choisis de livrer des courses, soit tu choisis des commerces, autre chose. Donc vraiment, ils ont cette capacité financière et technologique Mhm. pour ça va être un très très bon combat en France. Et le seul qui arrive à avoir de la croissance au milieu des 2 gros mastodontes, c'est Delicity, quoi. Bah, on en Donc c'est assez marrant, reparlera quoi, ouais. justement, mais ouais, mine de rien, c'est un secteur, enfin le secteur de la livraison rapide, notamment de repas, c'est un secteur très précaire. J'ai l'impression qu'il y a Oh oui. il y a que les campagnes en France qui résistent un peu, où tu as encore les pizzerias qui proposent un poste de serveur-livreur, où du Mm. coup, t'es livré et servi par la même personne. Exactement. Et du coup, grosso modo, alors on parlera de chiffres un peu tout à l'heure, mais grosso modo, c'est les entreprises qui s'engraissent, les restaurants affiliés, du coup, eux, prennent une commission. Enfin, c'est tout un bordel, mais en gros, il faut retenir qu'il n'y a que les Uber Eats et les Deliveroo qui sont gagnants à la fin financièrement. Mm. Quelle est pour toi on va dire, les possibilités d'avenir en fait, pour ces services de livraison? Tu en parlais de DoorDash. Pour moi, déjà, ils vont continuer à rafler le marché, dans le sens où, côté sushi, c'est un restaurant de sushi en Île-de-France, ils avaient leur propre livreur. C'est fini, ils n'ont plus de livreur. Tu regardes Domino's Pizza, ils passent, même Pizza Hut, ils peuvent livrer, mais voilà, les livreurs Uber Eats sont de plus en plus puissants. Donc en fait, aujourd'hui, tu as une réalité économique qui fait que c'est plus rentable. Enfin, ils ont tellement de volume, au final, il n'y en a pas qui se disent, ça ne sert plus à rien d'avoir nos propres coursiers, on ne va pas s'embêter avec ça. Donc ils vont continuer à aller chercher du marché. On voit qu'aujourd'hui, on peut livrer des commerces, du Carrefour, tout ça. Donc je pense qu'ils vont continuer à se développer parce que tu as plusieurs applications. Aujourd'hui, tu peux être en grosse capacité. Donc vraiment, demain, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des mecs qui aient leur propre camionnette et qui livrent vraiment des courses, tu vois, pour délivrer Uber Eats. Donc il y a cette dynamique-là. Ensuite, tu auras toujours les restaurants qui vont continuer à perdre de l'argent. Donc tu sais, qui prennent 30% en moyenne. En Oui. réalité, quand tu fais, donc c'est 30%, mais c'est pas, c'est sur la facture globale. Enfin bref. En clair, avec les promotions, c'est 50% de moyenne. Ceux qui font pas de promotion, on va dire 40%, mais c'est, on va dire, 45%, 50%. Tu vois, sachant que quand on te prend 30%, il faut que tu augmentes tes prix de 42,86%. Donc les restaurateurs et les commerces, ils commencent à en avoir marre. Donc ça, c'est un vrai problème parce que du coup, ils vont essayer de développer des services pour livrer à leur place. Donc il y a des plateformes, bon, il y a des listés qui sont là pour développer ça, donc pourquoi pas avoir un service de livraison annexe. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas forcément faire face à ça. Et les livreurs aussi, eux, ils gagnent de moins en moins d'argent. Donc la seule solution que les plateformes vont leur apporter, c'est on vous apporte plus de chiffre d'affaires, mais il faut travailler toujours plus. Donc c'est un peu compliqué. Et en parallèle de ça, tu as la réglementation. C'est-à-dire qu'en Europe, ils commencent à mettre des règles pour encadrer le secteur, mais il n'y a pas de, si tu veux, on ne va pas obliger les plateformes à dire c'est du salariat déguisé. C'est juste qu'aujourd'hui, on encadre la directive européenne, c'est ça, on encadre. C'est attention, la limite, elle est là. Si vous dépassez les limites, c'est du salariat. Mais tu as quand même, aujourd'hui, il faut le savoir, des gens en fait qui aillent avoir gain de cause. J'ai croisé un coursier, il a chopé 146 000 euros dans sa poche nette, Ok. net de frais d'avocat, pour avoir gagné, quoi. Parce c'est que pas mal. l'avocat, alors je sais pas si je peux le citer, mais bon, de toute façon, vous verrez sur internet, il gagne pas mal de procès contre Deliveroo Uber Eats Ok. parce que on considère que c'était du salariat déguisé. Il y a les syndicats qui n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre, mais qui arrivent à faire petit à petit évoluer le secteur. Mais comme on est indépendant, t'as pas forcément les moyens pour développer ça. Donc, je dirais que le plus grand risque aujourd'hui, de toute façon, les plateformes vont continuer à se développer. Des plateformes comme Delisty peuvent continuer à grignoter des parts de marché, ça c'est sûr. Et de l'autre côté, le plus grand risque, ça va être l'aspect réglementaire. On voit à New York, ils ont imposé un salaire minimum
ce qui fait très très mal aux plateformes. Donc ça coûte plus cher pour les clients, mais du coup les livreurs, ils peuvent travailler dans des conditions moins précaires. Et on voit que de plus en plus de pays commencent à réglementer et à dire bon, ça suffit, on veut que ce soit du salariat. Est-ce que c'est vraiment du salariat? Moi, je dirais qu'il faudrait entre guillemets un entre-deux parce que c'est de l'ubérisation en fait. Hein, donc on est tâcheron en clair, hein, c'est une nouvelle activité grâce à une nouvelle technologie. Donc il faut l'encadrer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas continuer dans ces conditions. C'est le rôle aussi de l'État qui Bien se sûr. dédouane de Bah tout oui, ça. oui. Et ce risque-là, il peut faire s'effondrer un secteur. On voit des sociétés qui sont parties de tel ou tel pays pour ce genre de raisons. Donc on verra. Mais je pense qu'on pourrait aussi avoir de nouvelles surprises. Dans le business, on Bon, ne sait jamais ce qui peut se passer. Hein. on verra, en vrai, on verra. Bon, on Mm. va quitter la partie un peu administrative et statistique et Merci, économique ouais, c'est vrai que. pour, voilà, t'inquiète, il n'y a pas de galère. Pour parler un peu de toi, donc toi, tu as du coup, avec aussi le livreur du futur, tu es un peu Mm. un porte-parole de ce mouvement-là. Tu sensibilises beaucoup, tu fais beaucoup Mm. de contenu. Tu as fait pas mal d'apparitions avec, chez Ludovic P, la chaîne donc, sur YouTube, Move, BFM TV, RTS, 66 minutes, TF1. Enfin, Mm. tu as quand même France des 5, belles stats c'est ça. pareilles sur les réseaux. Mm. 54 000 followers sur TikTok, 44 000 sur YouTube, 5 800 sur Insta, en tout cas sur ton compte Mm. principal. Au-delà de tes apparitions dans les médias et statistiques, et pour revenir sur le côté un peu plus humain, est-ce que tu as des anecdotes mignonnes que tu as à nous partager en tant que livreur Ah oui, j'ai plein d'anecdotes, hein, mais alors en fait, c'est vrai que j'en parle pas beaucoup de mes anecdotes parce que moi, ma spécificité par rapport à tous ceux qui créent du contenu, et ils sont nombreux aujourd'hui dans la livraison de repas, parce qu'à l'époque, j'étais un petit peu quasiment l'un des. Il y en avait avant moi quand même hein, qui cartonnaient, mais c'est que moi, en fait, j'essaye de prendre la parole pour prendre position. J'ai Oui, fait bah des oui, vidéos en bien sûr, bien sûr, bien sûr. manifestation, j'hésite pas à dire ce que je pense, même Bien si sûr. ça me vaut des problèmes par derrière. Et moi, je suis vraiment connu pour ça, si tu veux, Ouais, par ouais, rapport à d'autres. Chacun a ses spécificités. Donc c'est vrai que j'en parle pas trop. Mais des anecdotes, ouais, j'en ai pas mal. Donc ça dépend. Tu veux quoi comme anecdote? Je sais pas, Plutôt. une rencontre où tu as été surpris par l'attitude d'un client ou d'une cliente, ou même avec un restaurateur. Enfin, ouais, par exemple, une rencontre avec un client, cliente. Oui, alors après, il y a du positif et du négatif parce que beaucoup ont déjà vu mes vidéos. Bon, du positif, c'est quoi? C'est des gens qui me remercient, qui sont très contents, qui me laissent du coup après des pourboires Oui. assez généreux une fois que je les ai livrés. Ça me fait plaisir et je rencontre régulièrement. Les mecs qui me tutoient, ah, ça fait plaisir, tu vas bien et tout, je suis content, je suis livré par la star. Il y a des gens comme il y a un groupe de filles en particulier qui me prennent régulièrement en photo, donc ça me fait plaisir. Hein, mais bon, moi, je suis juste livreur. Ouais, Donc, tu vois, c'est le genre de petit élément, des fois. Ça fait plaisir et des fois quand ça peut m'arriver d'être saoulé ou fatigué, ça remonte le moral donc ça fait du bien. Et après oui, j'ai des anecdotes où malheureusement des clients sont très mal lunés et alors les clients eux, le problème est toujours là, c'est que ils payent à travers une plateforme. Oui. Ils n'ont toujours pas compris que nous on est indépendants. Donc en fait, tu peux pas nous obliger par exemple à monter, tu peux pas nous obliger de tout ça, tu vois. Nous à partir du moment où on est arrivé, on est localisé comme arrivé et on rentre en contact avec le client par message et appel, on a fait notre travail. Après, c'est au client de venir. Ouais, Enfin, bien sûr, bien sûr. à Paris, on sait qu'il faut monter. Paris, c'est particulier en France. Hein. Toutes les villes, les clients Ah oui? descendent, mais Paris, il y a beaucoup de gens qui veulent qu'on monte. Et en fait, ça peut avoir des frictions par rapport à ça. Moi, ça m'est déjà arrivé. Hmm. Et moi, je monte quasi systématiquement. Je suis quand même très sympa. Oh, Mais c'est cool. des fois, ça arrive que je monte pas. Quand je suis trempé jusqu'à l'os, je t'avoue que j'ai pas envie de monter dans une tour au Bah oui, 50e bien étage. sûr. Tout le monde te regarde comme un animal, etc. Tu dis, attends, c'est bon. En plus, limite, il faut donner ta pièce d'identité, bidule. Non, c'est bon. Tu vois, des fois, au bout d'un moment, un minimum de respect. Et c'est vrai que il y a des gens qui vont mal le prendre parce qu'ils comprennent pas que nous, en fait, on n'est pas salariés, quoi. Tu vois, tu nous obliges à faire ça, à avoir une telle tenue bidule, Ouais, c'est ouais. du salariat déguisé. Donc, il y a ça. Et après, tu as des gens carrément qui te mettent, qui nous parlent mal. Moi, quand on me parle mal, je dis de suite, messieurs, écoutez, je suis pas là pour qu'on parle comme ça. Donc, votre commande, je la ramène au restaurant, vous verrez avec des livres. Et il y avait le truc le plus flagrant que tu as dû voir en vidéo. Alors, ça remonte, hein, ça remonte très longtemps. C'est que la personne, après, moi, j'ai appelé Deliveroo, elle a essayé de me contacter. Et moi, j'ai expliqué la situation de Deliveroo. J'ai dit, moi, je remonte, je prends une photo, je vous l'envoie, il n'y a pas de souci. Je suis pas là pour envoyer une commande, mais on ne me parle pas comme ça. Et la dame, elle a rappelé et elle était dans tous ses états, quoi. Ouais, je sais pas si tu m'y prends. Elle m'a dit, ouais, tu vas, Suzy, ton bois de boulot, tu vas voir, ça fait tu vas plus trouver de travail. Je dis, non, mais attends, mais c'est pas possible, mais c'est quoi ces gens, quoi, tu vois. Hein, Bon, l'audio, je l'ai envoyé à Deliveroo, évidemment, pour me protéger. Et je lui dis, mais tu te rends compte, les gens, à quel point dans leur monde, il y a des gens, ils sont vraiment mal dans leur vie, tu vois. C'est pas possible. Et sinon, un truc que j'ai jamais vraiment parlé, mais qui était dans une vieille vidéo YouTube avant que TikTok existe, c'était, je livrais dans un hôtel en bas de la Défense, tu vois. Ouais, ça, c'est quand même fou. Heureusement que j'ai des vidéos parce qu'on ne croirait pas, quoi. Et donc, je sors de l'hôtel et pareil, il faisait 35 degrés comme aujourd'hui. Donc, moi, j'étais un débardeur et t'as un monsieur qui me dit, ouais, bonjour. Je dis oui. Un anglais, il me parle, hein, tu vois, oui. Ah, vous faites du sport? Je dis, bah oui. Vous êtes musclé? Je dis, ah ouais, super musclé, ouais. Tu parles. Et là, je vais partir pour prendre mon vélo.
Elle me dit ah, j'ai quelque chose à vous proposer. Et je lui dis, mais qu'est-ce qu'il va me Oula. proposer? Un business, j'en sais rien, un Ouais, truc. Peut-être des fois ça arrive. Tu sais, je sais pas s'il était saoudien ou je sais pas quoi. Donc je me suis dit, il est pété de thunes, quoi, Il le a mec. Tu vois. proposé de tourner dans un porno carrément. Ah, bah, pas loin! Pas Ah ouais? loin! Ah, terrible là. Ah, terrible. Parce que le mec, il me dit, écoute, ce soir tu travailles, ouais, tu pourrais venir et tout. Je dis, bah, ça dépend pourquoi. Et il montre sa sœur, tu vois. Donc, bon, moi je croyais que c'était sa femme, en fait, sa sœur, tu sais, donc une dame voilée de son âge. Et il me dit, ouais, voilà, en fait, le truc, c'est que bah, je veux vraiment quelqu'un, en fait, qui vienne et qui lui fasse bien l'amour, tu vois. Et là, je me dis, là, je me dis, mais qu'est-ce qui me sort, quoi, tu vois, il y a trop de soleil. Et il me dit, mais je veux vraiment que tu sois endurant et que tu la bien, quoi. Et là, je lui dis, non, mais c'est pas possible. Mais... Ah, tu sais, tellement, je me suis dit, c'est pas possible. Je suis resté debout comme ça. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il me parle? Il me dit, je te donne 100 euros. Et ouais, je dis non. Il dit, bon, écoute, je te donne 50 euros. Voilà. Et il me dit, mais t'es endurant, c'est bon. Ah, je lui dis, non, mais c'est vrai. Ciao. Il me dit, t'inquiète pas, je te dérangerai pas. Moi, j'irai dans la salle de bain pendant que vous ferez vos affaires. Je dis, non, mais. C'est vraiment Alors là, j'y rigole, mais sur le coup, j'avais envie de vomir. Tu vois, parce qu'on fait pas des propositions comme ça, quoi. Donc j'appelle Deliveroo et à l'époque il y avait des créneaux. Et je leur ai dit, écoutez, là, si vous voulez, j'ai la vidéo, mais je vais pas faire le créneau. Là, je suis saoulé. En fait, c'est tellement violent, tellement on m'a jamais proposé ou faire des propositions comme ça. Et le mec, il a insisté. Il allait jusqu'à 200 euros, tu vois, pour me dire, bah, coucher avec ma soeur, regarde, elle est juste là et tout, elle a envie, la pauvre. Et après, bah, forcément, dans leur pays, ils peuvent pas faire ça. Donc, ils disent, vas-y, on va trouver un petit livreur et puis il a l'air un peu costaud, mignon. Et tu vois, il va déboîter ma soeur. Et après, j'en ai parlé aux amis et j'ai un collègue, bon, il a une grande bouche comme ça, mais il fait ah, arrêtez-moi, je dis, toi, en parlant comme ça, t'aurais rien fait du tout, C'est mon clair. gars, laisse tomber, quoi. T'aurais pas Mais dit vraiment, quoi. c'est des trucs. Et après, tu as des choses avec les serveuses où, ouais, des fois, tu as des propositions. Donc, ça, c'est quand même plus mignon, c'est plus sympa, tu vois. Ouais. Mais ouais, non, c'est vrai que c'est quand même. Ouais, c'est quand même particulier, quoi. Tu vois, tu vois des choses comme ça, t'es un peu choqué quand même. Tu te dis, c'est. Et en général, de toute façon, on n'a pas trop d'histoire parce que nous, on n'existe pas. Les gens, ils ne nous respectent pas quand tu sais que tu es un livreur. Les mecs, ils te regardent même pas, quoi. Tu n'existes même pas. Donc, on n'a pas trop d'interaction, quoi. Justement, si on est client fréquent de toutes ces plateformes-là et qu'on peut genre pas vraiment s'en passer, que ce soit à la fois pour un besoin, à la fois parce qu'on est addict, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire attention aux livreurs quand on est client Uber et Deliveroo? Bah, alors, déjà, la première chose, c'est que nous, on est géolocalisé. Donc, en fait, si les gens peuvent nous suivre pendant notre trajet, ça nous arrangerait. En vérité, il y a un petit delta, hein, parce que moi, des fois, je sonne et le client me dit, mais sur l'application, vous étiez là-bas. Alors, il y a plusieurs clients qui me disent ça. J'ai tendance à croire que c'est vrai, qu'il y a peut-être un petit décalage. Mais en tout cas, voilà, il y a des gens, ils répondent pas, etc. Donc, tu dois les relancer, etc. Bon, de toute façon, nous, il y a un timer, hein. Donc, au bout d'une minute, tu réponds pas à la Ok. commande. Voilà, Elle je suis part. pas sûr que tu vas la manger. Et en fait, déjà, ça commence là. Ensuite, deuxièmement, bah, les clients, bon, c'est uniquement pour Paris. Si vous pouvez descendre, ça nous arrangerait. Les gens, tu sais, ils payent, ils estiment que c'est cher, ils payent cher. Oui. Donc, il faut que le client, il vienne. Mais si c'est cher, moi, je trouve que c'est cher pour moi. Donc, si c'est trop cher, si tu es trop pauvre, moi, c'est mon cas, je suis trop pauvre. Mais en fait, commande pas. Non, mais c'est vrai, va à Picard, ça coûte. Franchement, je suis désolé, si il y a plein d'instants, c'est du surgelé, tu fais réchauffer, ça coûte nettement moins cher. C'est clair. Donc, moi, c'est ça, je vais pas m'amuser à rouler une Lamborghini ou faire des trucs comme ça, parce que j'ai pas l'argent. Si tu es trop pauvre, c'est comme ça, il faut vivre en fonction de ses moyens. Donc, ça, c'est pas un justificatif pour moi. Après, on leur dit que vous pouvez faire livrer à la porte. Parce que les plateformes, elles savent que si elles expliquent vraiment la situation, il y a plein de clients qui ne voudront pas commander. Donc, Oui. tu sais, les deux plateformes se tiennent, c'est un peu le dilemme du prisonnier, donc il y a ça aussi. Mais si vous pouvez descendre, ça serait sympathique. Et après, nous regarder dans les yeux, nous dire un bonjour, ça serait Oui. sympa. Nous dire un au revoir, bonne journée, ça serait sympa aussi. Je dis ça parce qu'il y en a plein qui ne disent pas ça, hein. Wow. Et si vous faites livrer à l'étage, arrêtez, parce que ça, c'est un truc, il y a plein de gens, ils pètent un câble, hein. Arrêtez d'attendre au bout du couloir comme ça. Tu sais, tes gens, ils sont là, et ou alors, pareil, tu sonnes, et les mecs, en fait, ils savent que tu montes, et il n'y a pas de porte ouverte. Tu vois, donc moi j'ai des potes, des fois, ce qu'ils font, c'est qu'ils redescendent. Ils disent, bah, moi, je sais pas, il n'y a aucune porte ouverte. Ah ouais, je suis désolé, ouais, bah, je vous attends en bas. Bah, non, mais vous pouvez remonter, bah non. Non, mais c'est un manque de respect, en fait. T'arrives, on te sonne, c'est très bien que la personne va arriver. Tu Non, peux c'est attendre faux. devant ou devant l'ascenseur. Et après, nous, il y a des gens, des fois, tu deviens un peu irritable parce que tu te chopes 5 clients comme ça qui te manquent de respect. Tu te dis, attends, évidemment, c'est pas grand chose, mais hein, normal, t'en peux plus, Oui, quoi, bah, tu bien vois. sûr. Et pareil, quand t'arrives, tu sonnes à 22h. Oui, c'est qui? Mais comme si la personne, elle avait 5 ans. Il y a à cause de toute la terre. Tout le monde sonne chez elle. Dans les années 80, je comprends, mais aujourd'hui, qui sonne à l'interphone? Personne, tu vois. Donc, des fois, ça va des choses justifiables à des choses qui ne le sont pas du tout. Mais en fait, c'est le b.a.-ba. Tu crois c'est quand tu dis bonjour monsieur, tu vois. Bien sûr, bah ouais, non, mais c'est clair. Et en termes de pourboire aussi, tu disais, vaut mieux les donner en fait à la main, enfin direct, physiquement à la personne, Ah dans la ouais. pièce, parce que les
les plateformes prennent une commission sur les pourboires? Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au niveau des pourboires, on ne pourra jamais savoir si les plateformes prennent des commissions. Parce que déjà, nous, on ne le sait pas forcément avant. Et en fait, un client qui te laisse un pourboire, ça va peut-être apparaître 3 jours après. Officiellement, on ne nous prend pas de pourboire. J'ai tendance à penser qu'ils ne nous prennent rien, mais en réalité, on ne saura jamais. Ouais. Deuxièmement, c'est le pourboire quand il est donné sur l'application. Comme beaucoup, on est auto-entrepreneur, en fait, c'est du chiffre d'affaires. Donc, on ne peut pas faire le distinguo entre pourboire et de la rémunération. Donc, on va payer 24% de charge, tu vois, Ah oui. sur le pourboire. Tu nous laisses 1 euro, ah, voilà, il nous reste quoi, 76 centimes, super. Alors qu'en liquide, effectivement, on l'a vraiment dans la main, quoi. Et en fait, en liquide, c'est bien parce qu'en plus, on sait qu'il nous a donné un pourboire et ça nous donne le sourire. Alors que quand on est sur l'appli, des fois, on fait pas forcément gaffe, on est content, mais t'as pas autant de réactions. Nous, on n'est pas autant heureux que Ouais, ouais. quand on te le donne, si tu veux, à la main, quoi. Puis il y a l'aspect net d'impôt aussi, quoi. Ah, il y a ça aussi, ouais, Et exactement. ouais, du coup, bah, toutes ces plateformes, elles se gavent. Il y a Mm. un service dont tu es ambassadeur, dont on parlait en début de podcast, c'est Delicity. En quoi Delicity est prometteur selon toi? En fait, Daily c'est prometteur sur plusieurs plans parce que déjà, on va pas se mentir, il y a le client qui commande, le livreur, le restaurant. Tous les trois, on gagne de l'argent ou on économise. Hmm. Pourquoi? Parce qu'en fait, Daily eux, ce qu'ils font, c'est que c'est 1 euro la commande, tu vois. Donc, tu as un petit abonnement, pour un restaurant, c'est que dalle, et en fait, c'est 1 euro la commande, et tu as même, si tu prends un abonnement un peu plus cher, c'est 0 euro la commande. Donc, quand tu fais le calcul, tu vois, tu fais le calcul, une plateforme prend 50% ou c'est 1 euro la commande, Mm. tu vois. Même un kebab, un panier moyen 10 balles, c'est vraiment, c'est kebab de base, tu vois, avec des petits prix. Même 10 euros, on prend 5 euros. Je dis, attends, c'est trop, quoi, tu vois. Donc, le client lui paye moins cher, le livreur, il est mieux payé, et le restaurant, bah, il économise de l'argent. Donc, en fait, c'est un système où ça agit un peu comme une marque blanche, mais ils ont aussi une application qui se développe. C'est né à Nice il y a bientôt 6 ans. Et en fait, à Nice, leur application, elle laisse tomber, mais tout le monde signe. Et là, à Toulouse, moi j'ai commencé, même si je suis un peu à Paris à distance, mais à Toulouse, c'est un truc de malade, quoi. Même Mm. à distance, les mecs, ils t'appellent pour signer chez Delicity. Il n'y aura pas, évidemment, pas toute la terre qui va être dessus, mais on sera pas loin quand même. Parce Mm. qu'encore une fois, ils sont excédés par le prix, ils sont excédés parce qu'aujourd'hui, ils n'ont plus d'interlocuteurs. Très compliqué. Ouais, Même ouais. là, Sakura à Courbevoie, j'ai passé 1 heure au téléphone pour l'aider pour joindre quelqu'un de chez Uber. Wow. Je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Tout ça pour dire qu'en fait, il y a un bug et qu'ils peuvent rien faire. Mm. Donc, il peut pas recevoir de commande. Tu te dis, bon, ok, c'est. Alors que Daisy développe un modèle avec vraiment des gens qui sont au niveau local, comme Mm. moi. Donc, c'est la plateforme qui, au niveau national, a le mieux géré. Après, attention, hein, moi, évidemment, je travaille pour Daisy, donc, et je suis très fier parce que ça rejoint ce que je voulais faire. J'ai eu des propositions, voilà, et je pouvais pas parce que ça coïncidait pas avec mes valeurs au sens large, évidemment, hein. Tout est relatif, mais je voulais quand même essayer d'apporter un plus aux livreurs. Et même là, les livreurs avec Delicity, si tu veux, s'ils recommandent un restaurant, ils peuvent gagner 100 euros. Quand ils recommandent, ils gagnent 5 euros. Mais pas si mal. le restaurant est fini, ils gagnent 100 euros. Ok. Et régulièrement, tu as des mecs, tu vois, ils gagnent 200, 300 euros par mois en recommandant. Donc, tu vois, c'est ça que j'aime bien en fait. C'est ce genre d'initiative où en Ouais. fait, on est tous gagnants. Delicity a fait le choix de ne pas entre guillemets, se gaver. Oui. En contrepartie, ben voilà, tout le monde est gagnant, tout le monde joue dans le même jeu. Après, il n'y a pas que Delicity, hein. Je ne connais pas toutes les plateformes, mais je sais qu'il y a plein d'initiatives locales. Même, j'ai vu des initiatives, même dans des villages en France, où tu as des gens qui décident d'aller dessus. Alors, Ok. La Poste, je ne sais pas exactement, mais La Poste aussi s'investit pour couvrir le territoire, notamment les personnes qui sont dépendantes, parce qu'on sert aussi là-dessus. Mm. Donc, il y a plein d'initiatives qui sont intéressantes. Et ce que je dis à tout le monde, c'est que le chiffre d'affaires, c'est Deliveroo, Uber Eats qui l'apportent. Parce Oui, bah qu'ils ont ça, une puissance de frappe aujourd'hui bien qui est sûr. fondamentale. Peut-être Bien moins sûr. dans des villes comme Nice, mais voilà. Mm. Mais derrière, il y a plein d'initiatives, donc ça vaut le coup de se renseigner. Moi, j'invite les gens à se renseigner sur les solutions qui existent et vous allez voir, vous allez être surpris parce qu'il y a plein de gens qui entreprennent pour développer d'autres services pour la population. Ouais, bah, de toute façon, bah, justement, il y a un créateur de contenu qui s'appelle Jacques Zang qui a partagé sur ses réseaux des tests de livraison qu'il a fait du coup avec Uber Eats versus Delicity. Sur Uber Eats, alors il a commandé le même kebab poulet au même restaurant, même endroit, enfin tout pareil. Sur Uber Eats, il en a eu pour 17,20 dont 1,80 € de service et 2,49 € de livraison. Et avec Delicity, il en a eu pour 19,70 mais avec 1,38 € et 6,89 € de livraison, donc du coup pour le livreur. En termes de stats purs, chez Uber Eats et Deliveroo, la rémunération, je crois qu'elle est en horaire brut, elle est de 25,7 € à peu près. Chez Stuart, 22,7 et chez Delicity, du coup, là on est à presque 10 € de plus puisqu'on est en 2025 à 35,04 € de l'heure. Donc ce qui devient, alors, ça reste du brut, mais ça reste du coup intéressant. Ah ouais, c'est clair. Est-ce que c'est pour toi, Delicity, un modèle économique de livraison
où tous les parties. Est-ce qu'un modèle économique où tous les parties sont gagnants, c'est possible selon Ah oui, carrément, 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 parce que comme tu vois, alors en fait, le calcul est simple, c'est que le client, il paiera forcément moins cher sur du listing. Ça, c'est la règle de base. Le coursier, lui, il gagnera plus d'argent. Donc après, il peut y avoir des cas où, je sais pas, si Uber est vraiment en panique, il neige, etc., ils peuvent payer extrêmement cher, Mm. mais ça va arriver 1, 2, 3 fois par an. Voilà. Sinon, le coursier, il est forcément mieux payé parce que la plateforme des listings ne gagne pas d'argent sur la livraison. Et ensuite, le restaurant, c'est pareil. Les frais de livraison, faut faire attention parce qu'en fait, c'est chaque restaurant qui va décider. Tu as des Ok. restaurants qui vont dire, bah tiens, moi je veux que le client paye 100% des frais de livraison. Tu as des restaurants, moi parmi le 12 premiers que j'ai mis en place, lui, il veut payer un peu de frais de livraison de sa poche. Et comme ça, le client, donc ça dépend vraiment. C'est eux qui placent le Détermine, curseur où ouais. ils veulent, ouais, Ok. c'est ça. Mais de toute façon, les trois parties bah, vont économiser et ce sera plus rentable pour eux. Donc c'est ça moi vraiment qui me plaît. Et ils ont de la marge en fait. Et encore une fois, c'est parce que le modèle économique de base, il est complètement différent de celui Mhm. des plateformes que tout le monde connaît. Ouais, non, mais c'est assez impressionnant et malheureusement, bah, c'est pas le seul secteur qui est touché par cet aspect Mhm. bah, précarité où les entreprises se gavent. Mhm. Il y a aussi des services, alors plus globalement des services de livraison qui sont tentés un peu à l'expérience. Il y a Gorillaz, il y a Flink, Ouais. il y a Getir. Là, en ce moment, on voit, alors, sur certains secteurs, je crois que c'est Val d'Oise et Val-de-Marne, on voit le service Picnic, qui est un service de Ouais. livraison de courses. On Mhm. voit des petits chariots, c'est assez marrant et ça fait presque, on se croirait presque dans une petite série américaine, ça, où tout est dans les beaux quartiers et tout. La date à laquelle on tourne, donc en ce moment, c'est la Coupe du Monde, et pareil à la Ouais. date de livraison, c'est la Coupe du Monde. Les matchs des foot, les horaires des matchs de foot sont pour beaucoup décalés, ça va dépendre des matchs. Quels sont les impacts pour vous, les livreurs? Bah, nous, on s'attendait à vraiment une très belle session, comme toutes les Coupes du Monde. C'est une catastrophe, hein. C'est une catastrophe. Parce que les horaires ne coïncident pas. Parce que, bah, après, bon, tu vas me dire, il fait chaud, mais normalement, juin, juillet, c'est quand même mieux que Ouais, mois de mais mai, tu vois. Et ça reste pas mal. Il y a des secteurs à Toulouse, les mecs m'envoient des screens, j'hallucine. Donc là-bas, ils gagnent de l'argent. Mais en tout cas, ici dans le 92, même, c'est pas génial, c'est hein. calme. C'est pas génial et on voit pas vraiment de différence. Quand la France joue, tu as un poil plus de commandes. Là, tu avais un match à 21h, ça a été un peu mieux, mais sinon, sincèrement, Mhm. c'est pas génial, quoi, tu vois. En tout cas, il faut décaler un peu ses horaires. Et même, c'est pas la folie, quoi, tu vois. Aujourd'hui, malheureusement, c'est tellement compressé. Il y a une telle misère parmi les coursiers. Il y a tellement de gens, ils nous mettent en concurrence, tu vois. Avant, ils géraient le flux de livreurs. Donc, même l'après-midi, tu savais que tu allais gagner de l'argent. Mhm. Parce que tu n'avais que 2 livreurs sur la défense, tu vois. Donc, tu savais que tu allais te mettre bien. Là, aujourd'hui, c'est compliqué. Donc, malheureusement, tu n'as pas vraiment d'impact. C'est ça qui est vraiment pénible aujourd'hui. Et moi, je m'attendais à mieux. Ouais, on est tous un peu saoulés, quoi, tu vois, ouais. Ouais, tu m'étonnes, puisqu'il y a aussi le Mais, cas particulier des JO 2024, je crois que c'était juillet, août, mhm. et à la fois il y avait personne dans Paris, mais à la fois il y avait les JO, donc il y avait une Ouais. vraie hype. Comment ça s'est passé pour toi cette période-là des JO 2024? Bah, moi, ce que je me souviens, c'est que la dernière victoire de Marchand au JO, bah, j'étais sur mon vélo en train de regarder, tu vois, Ah, en attendant une commande. Mais ouais, après, ça a été, de mémoire, c'était pas trop mal quand même. Mais après, tu sais, les jeux, c'est réparti sur la journée. oui. Donc, moi, il y a des moments où je travaillais tous les jours. Après, au début, je travaillais 13 heures par jour, 7 jours sur 7. Aujourd'hui, bah, j'ai une famille, j'avais des projets aussi. Donc, tu vois, puis j'ai toujours fait d'autres choses à côté. Donc, bah, je peux pas forcément décider des heures auxquelles je travaille. Mais bon, ça allait encore. Après, c'est pas la folie. En général, le foot, quand c'est à 21h, ouais, tu vois, tu sais que t'es bien, quoi. Le Ouais. seul truc, c'est quand le PSG a gagné, c'était très compliqué. Les gens étaient dans la rue. Ah bah ouais, ça, J'avais des cendres sur moi parce que les gens, ils faisaient ils n'importe mettaient des quoi. pétards, les trucs. Tu pouvais pas passer. J'ai dû faire des détours. Je suis rentré chez moi. Tous mes collègues sont rentrés chez eux parce qu'ils m'ont dit, tu auras des bouteilles de verre, du Bah verre oui, partout. bien sûr. Tu risques d'avoir des problèmes. Les mecs s'accrochent à ton vélo, tout ça. Donc, Mhm. au début, c'était une bonne ambiance. Puis après, c'est toujours pareil, ça dégénère. Donc, moi, de toute façon, c'était pas rentable après. Donc, je suis Bah rentré à ouais, la ouais, maison, c'est quoi. clair, bien sûr, bien sûr. Bah là, c'est plus un risque humain et matériel, quoi. Ouais, c'est ça. Bah du coup, ouais, on l'a dit, c'est un milieu malheureusement assez précaire, Mm. à tel point que le 11 mai 2026, il y a Uber Eats qui a reçu une mise en demeure pour suspension abusive de salariés et manque de transparence sur le mode de rémunération. Mm. Et elles sont visées en ce moment par une plainte pour traite des êtres humains. Ouais, ouais. T'as pas mal suivi ce sujet-là Alors aussi? effectivement, ouais, il y a eu plusieurs choses parce que tu as effectivement cette plainte qui a été déposée et tu as aussi Union qui a déposé, qui monte aux tribunaux
Pourquoi? Parce qu'en fait, l'algorithme, notamment l'algorithme, en fait, il est lisible. Donc en fait, on voit qu'il y a des choses qui se passent. Maintenant, c'est toujours compliqué encore une fois parce que d'un point de vue purement légal, ils sont à la limite. Et c'est ça le problème, c'est qu'ils jouent sur ça. Ah oui, mais nous, on n'est pas responsables et tout, même si en vérité, c'est un peu tiré par les cheveux. Mais tu sais, cette notion de salariat déguisé, quand tu es indépendant, là, on parle de Deliveroo, mais tu regardes les cabinets en gestion de patrimoine, excuse-moi, mais c'est du foutage de gueule. Tu vois, pour avoir connu le secteur, tu peux les épingler. Hein. Ah, ils vont se faire déboîter. Je suis sûr que les cabinets d'avocats, c'est pareil. Donc, tu sais, c'est très policé, tout le monde se soutient, hein, on se tient tous par les trucs, mais tous ces métiers, en fait, où tu as une structure qui fait intervenir des indépendants et qui disent vous êtes indépendant, pas salarié, faut arrêter de se moquer du monde, quoi. Bon, après, on n'en parle pas parce que c'est plus petit, Oui, ouais. c'est très renfermé, et nous, on est très visible, tu vois. Puis, il y a les sans-papiers aussi, tu vois. Donc, tout ça, c'est une question plus importante, plus globale, tu vois, et qui dépasse clairement les gens. Et aujourd'hui, moi, quand je parle avec les gens, je me souviens que je parlais avec des responsables de l'ARP, j'étais en réunion avec eux, pour essayer de changer les choses, ils m'ont clairement dit, hein, oui, là, c'est un sujet qui nous dépasse. Traduction, on ne va pas pouvoir faire grand-chose. Ouais, c'est fou. L'État, c'est toujours pareil. En fait, l'État, ils agissent si c'est bien pour leur image. Oui. C'est pas Donald D'accord. Trump où il s'en fout de son image, il peut faire des conneries voilà, ou des trucs bien, mais c'est leur image. Donc, un responsable politique aujourd'hui en France qui va faire quelque chose qui va faire que les sans-papiers ils aient plus de travail, c'est pas forcément bien, tu vois. Et voilà, donc en vrai, on va aboyer, tu vois, mais est-ce qu'on va vraiment agir? Moi, je suis pas sûr, tu vois. Et ce rôle, à la base, les premiers. Alors, je suis pas en train de dire qu'ils sont exemples de tout reproche dans les plateformes, mais quand on voit tout ce qui se passe au tribunal, tout ça, moi, j'estime que c'est pas forcément au tribunal de trancher parce qu'à la base, aux fondamentaux, c'est à l'État. Oui, de réglementer, bah oui. Les premiers responsables, c'est l'État. Les mecs, ils sont payés une fortune. Je dis Mhm. pas que c'est facile, hein, mais attends, les mecs, ils ont des milliards de conseillers avec eux. Ils savent très bien ce qu'ils font, tu vois. Donc, au bout d'un moment. Encore une fois, le système aujourd'hui, politique, sans rentrer dans le détail, c'est un système qui ne pousse pas à réformer, qui ne pousse pas à avancer. Ouais, bien sûr. Et moi, je le vois, hein, l'INPI, le truc, le bidule, excuse-moi, moi, je fais un changement de domiciliation, ça fait 2 semaines et demie, quoi. Un truc bidon chez bidon. Normalement, tu vas dans n'importe quel pays en Angleterre ou je sais pas, à mon avis, en 24-48 heures, c'est plié. Enfin, au bout d'un moment, tu vois ce que je veux dire? Voilà, on ne peut pas avancer. Donc, tout le monde essaye de trouver des moyens pour faire changer la situation. Aujourd'hui, les négociations, les discussions, tout ça, ça ne marche pas. Ça n'a jamais vraiment marché. Les manifestations, c'est important pour pousser quelque chose en parallèle. Ça sert à ça, une manifestation. Enfin, dans notre cas, sinon, ça sert à Bah, rien. c'est clair, bien sûr. Et aujourd'hui, on est vraiment au niveau des tribunaux. Je t'ai dit, mon pote à 146 000 €, il a dit, tu contactes tel avocat, ça va prendre du temps, mais t'inquiète, tu vas gagner de l'argent. Donc aujourd'hui, malheureusement, c'est, voilà, on porte plainte, on y va, on va engorger les tribunaux, alors qu'à la base, encore une fois, c'est le rôle de l'État, quoi. C'est triste, mais bon. Et parmi tous les politiciens et enfin parmi toute la politique, est-ce qu'il y a peut-être un ou deux noms qui sortent pour en fait améliorer le secteur de la livraison Uber Eats ou il y en a vraiment aucun? Alors, moi, j'avais vu une dame qui s'appelle Maud Gattel qui a fait des rapports justement sur le sujet, qui voulait avancer, mais après, tu sais comment ça se passe en France. Alors, c'est ce qu'il y a de bien et pas bien, parce que tu sais, c'est un dictateur, le mec il arrive, il tranche, merci, au revoir. Ouais, Là, au moins, il y a des discussions. Le problème, c'est qu'il y a tellement de discussions qu'au final, on ne fait plus rien, tu vois. Bien Donc, sûr. elle a pondu des rapports pour faire avancer, mais derrière, il faut que ça passe en Mhm. commission, et puis bidule, et puis truc, et puis tu sais, à l'Assemblée, ils vont voter des lois qui servent à rien. Enfin, voilà. Donc, c'est ça qui est compliqué aujourd'hui. Et après, le problème, c'est que tu as beaucoup de gens qui veulent s'emparer de ce sujet-là. Oui. Et je suis désolé de le dire, hein, parce que moi, j'ai des problèmes avec eux, avec l'extrême gauche. Voilà. Parce que je suis pas assez de gauche. On m'a bloqué, en fait, dans plusieurs projets vidéo Waouh. avec des médias. Mhm. Parce que clairement, on a dit que j'étais pas assez de gauche. Alors moi, je fais pas de politique, hein. Oui, Tu oui. vois, je fais pas de politique. Oui, hein. bah Mais on bon, voit sur tes réseaux. apparemment, je suis pas assez de gauche. Bon, ok, merci, super, les gars, super. Bref, parce Et que moi, je qui- suis le premier à dire que les sans-papiers, c'est que de base, ils vont pas être là, mais je suis Mhm. le premier à dire que t'as plein de sans-papiers, ils travaillent mieux que les Français. Oui. Tu vois, les Français, là, ils sont en mode cool roule le bidule. Moi, je connais les sans-papiers, mon gars, tu leur fais confiance, tu leur donnes ta carte bancaire, les mecs, ils vont pas dépenser un euro. Parce que concrètement, ils te reprochent quoi, l'extrême gauche? Bah, que, en fait, il faudrait que je sois pour le salariat. Il faudrait que je sois pour le salariat. Et puis, Mhm. déjà, moi, comme je t'ai dit, par rapport aux autres créateurs de contenu, moi, je dis ce que je pense, tu vois. Oui, Je prends position. Tu vois, Bien donc sûr, c'est bah, plus c'est risqué. clair. Bah, on me bloque des portes par rapport à ça. En réunion, en manifestation, les mecs, ils ne se gênent pas pour venir. C'est-à-dire qu'en fait, tu as un syndicat qui s'appelle Union, qui, bon, quand même, on va pas se mentir, ils sont plutôt de gauche, tu vois, Oui, même oui. s'ils veulent pas faire de politique, voilà. Mais eux, ils ont compris que nous, on veut être indépendants. On ne veut pas être salariés, tu vois. Oui. Donc, bon, et ils ont compris où on veut aller et qu'il faut réglementer ça. Les mecs, ils arrivent, comme une fleur au fusil, ils arrivent comme ça, tous d'extrême gauche, ils arrivent, oui, bonjour, alors nous, il faut que ce soit salarié. Et ce jour-là, je me souviens qu'on m'a retenu parce que moi, j'allais péter un câble, quoi. Parce qu'en fait, tu veux revendiquer parce que tu es d'extrême gauche. Il n'y a pas de problème, revendique. Oui. Mais viens pas dans un événement qui n'est pas du tout politique
un événement comme ça où vient prendre position pour prendre notre image. Tu vois, moi, j'avais envie de foutre des chiffres. Franchement, j'avais envie de foutre des chiffres. Ça ne se fait pas. Et là, on parle d'extrême gauche, mais ce serait extrême droite ou extrême truc ou j'en sais Ouais, rien, ou bien même sûr. centre ou bidule, ça serait pareil. Ah, bien sûr. Encore une fois, Bien moi, sûr. je ne veux pas parler de politique. Je ne veux pas parler de politique. C'est juste qu'il y a une certaine logique où on veut parler de ça. Et d'ailleurs, en plus, ils se décrédibilisent. Parce que ça m'énerve de tacler sur l'extrême gauche, mais le problème, c'est qu'il faut dire la vérité. C'est des gens qui veulent qu'on soit salarié. Oui. Et encore une fois, si tu veux qu'on soit, il n'y a pas de problème. Mais juste, c'est comme si demain, tu as une réunion, je sais pas moi, de gauche, tu vois. Moi, j'arrive avec mes idées de droite et je monopolise l'attention. Ouais, bonjour, c'est ça. Non, les mecs derrière, en fait, ils veulent que ça se passe comme ça. Non, c'est pas ça que ça doit se passer, tu vois. Mm. Donc, c'est dommage. Et tu vois, encore une fois, ça fait partie de. On peut dire pourquoi ça avance pas. Ça fait partie de ça parce que déjà, c'est très compliqué. Parce qu'après, politiquement, tu as des gens qui veulent que ça se passe comme ça. Oui, oui. Des gens qui veulent que ça se passe comme ça, etc. Mm. etc. Et d'ailleurs, dans l'extrême gauche, pour terminer, ils font pas que des choses négatives, tu vois. Bien Parce sûr. que déjà, ils revendiquent, et moi, je trouve ça très bien. Il y avait la maison des coursiers, c'est des mecs, on va pas se mentir, qui sont quand même très en lien avec l'extrême gauche. Des fois, ils exagèrent un petit peu, mais n'empêche que c'est bien parce que ça met en évidence, ça met encore une fois en avant, au cas où il y a des gens qui n'auraient pas compris, qu'il y a des gens qui ont une extrême précarité et que clairement, les Bien plateformes, sûr. sur certains points, se foutent de notre gueule. Mm. Mais bon, en France, quand t'es pas du même avis, faut pas discuter, d'accord? T'es nul, on te boycotte, voilà, merci, C'est au clair, revoir, tu c'est un vois. peu, ouais, c'est souvent très compliqué. Il y a alors, il y a l'INSEE qui a relevé notamment 3 statistiques qui m'ont marqué. Les livreurs et livreuses, du coup, gagnent en moyenne 1282 euros par trimestre. Malheureusement, bah, du coup, ça s'est empiré pour le coup depuis le Covid. 92% des livreurs et livreuses sont des hommes et 54% ont moins de 25 ans, donc c'est un milieu bah, précaire et encore Mm. plus hyper jeune. Il y a 40% des travailleurs qui sont étrangers. Et surtout sur Paris, le chiffre monte à 50%. Mm. Donc c'est un livreur sur deux qui est étranger. Et même 65% des livreurs Uber Eats cumulent ces activités avec un autre emploi. Outre cette partie données, statistiques, Mm. chiffres et autres qui est quand même importante et qu'il faut prendre en compte, quelle est la relation entre les livreurs Uber Eats? Comment elle est? Enfin, l'Uber Eats, Deliveroo, Entre les livreurs? tous les livreurs, ouais. Écoute, c'est l'humanité en détail. Parce que déjà, les chiffres, alors on peut faire des statistiques et des moyennes. Pour moi, ça peut donner une vision d'ensemble, mais en fait, ça sert à rien parce que t'en as qui vont travailler avec plusieurs applications en même temps, etc. Ouais. Il faut regarder une course de base, une course, combien de temps tu es censé mettre pour faire cette course et combien les payer. Tu regardes la Oui. distance, tout ça. Mm. Aujourd'hui, on a des courses à 2 euros, à moins de 3 euros, 2,63 € brut, notamment chez Deliveroo. Uber, ils ont légèrement relevé, mais bon, ça joue des centimes. Donc, moi, quand je vois ça, c'est inacceptable. Moi, je te le dis, c'est inacceptable. Mm. En tant qu'indépendant, il faut savoir qu'on est censé gagner plus. Pourquoi? Parce que d'ailleurs, on a des charges. Oui. Donc, on est censé gagner beaucoup plus que si un salarié gagnait, je sais pas, on va dire 5 € la commande. On est censé gagner peut-être 6-7 €, tu vois. Mm. Donc, foutage de gueule, c'est du foutage de gueule, point barre. La relation, elle est très compliquée parce que on est plein de coursiers à se dire bonjour, à se checker, etc. Il n'y a pas de souci. Moi, j'aime bien être cool avec tout le monde. La plupart sont très respectueux, mais tu en as toujours qui apprécient pas les autres et tu as une espèce de concurrence qui peut arriver. Les mecs, quand ils peuvent être saoulés, tu as une concurrence. Comment elle va se faire elle va se traduire par, et malheureusement, il faut le dire aussi, c'est très rare, mais moi je le sais, ça peut arriver par deux choses. L'aspect territorial. Tu as des mecs, si tu viens sur le territoire, ils vont te crever les pneus, ça va mal se passer. Tu as des menaces et tout. Donc, je te dis, pas trop de la défense, il y a eu ça. Il y a un pote qui est venu dans un restaurant qui d'ailleurs n'existe plus aujourd'hui. Et bon, on lui a dit, tu vas venir ici, on te crève les pneus, quoi. Donc, viens pas ici. Dans certains quartiers, ça se fait. C'est assez rare, c'est localisé, mais ça se fait. Et malheureusement, ça marche. Parce que les mecs, forcément, ils gagnent plus d'argent. Et deuxièmement, c'est aussi des problèmes, alors faut le dire, hein, mais parce que je trouve ça extrêmement triste, ratio. Par exemple, les Bangladesh, ils prennent très cher. Alors, les gens qui viennent du Bangladesh, ils n'ont pas la même culture que nous, faut être honnête aussi. Ils viennent de notre pays, ils sont pas forcément méchants. En général, ils sont très respectueux, tu vois. Oui, oui. Mais des fois, il y a des choses qui font pas forcément gaffe, comme de te regarder comme ça, même si tu dis rien, de te fixer pendant un moment. Ah oui. Ou des fois, ils te bousculent et ils sont pas méchants, hein. C'est pas de la méchanceté. Mm. Mais pour nous, tu fais ça, t'es énervé. Parce que moi, quand tu as un mec qui te fixe comme ça, qui te regarde pas, tu te dis, t'as un problème. Tu vois, ou quand on te bouscule sans faire gaffe, tu dis, ouais, tu cherches la merde ou quoi. Donc, c'est les habitudes de certaines Bien cultures sûr. qui font que la plupart des gens, quand ils font pas de problème, hein, moi je le vois, oui, tous les mois, je vois des gens ou des propos qui me disent, en plus, ils disent pas des Bangladais, ils disent c'est pack-pack. Pack-pack, c'est un Ouais, terme. ouais. Déjà, t'es C'est raciste. Quand tu commences par dire pack-pack, C'est horrible. c'est que t'es raciste. C'est comme quand tu dis chinois pour un asiatique, tu vois. Ah. C'est comme si tu dis un N pour un Renoir Oui, ou oui, oui. un B pour un Maghrébin, tu vois. Ouais, C'est bien des sûr, trucs, bien sûr, bien ces sûr. termes, t'as pas à dire ça, tu vois. Si tu respectes les gens, Bien sûr.
T'as pas à dire ça. Et en fait, malheureusement, ça se traduit pour ça. C'est exacerbé par les conditions. C'est pour ça que je parlais de conditions et que t'en parlais aussi. C'est que tu as les conditions, les gens ils n'arrivent pas à payer leur loyer, ils galèrent, etc. Tu as un mec qui vient de l'autre bout du monde, tu dis ah vas-y voleur. Et ce qui est marrant, c'est que tu as des Français. T'as pas beaucoup de blancs dans le milieu, je te le dis, ça, ouais. clairement. Mais les mecs qui sont d'origine peut-être maghrébin, moi j'ai entendu des propos qu'on peut qualifier de choquants et qui disent ouais mais j'en ai marre, putain, mes cartons chez eux au Maghreb, là les mecs ils arrivent comme ça, ils nous vendent notre travail. Le problème c'est que ça se comprend. Parce que tu as des gens qui sont pas en règle, qui arrivent et c'est vrai qu'ils vont. Parce que si tu as des tarifs à 2 euros, c'est qu'ils prennent ce tarif-là. Mais aussi autre chose, c'est que tu as aussi des Français qui prennent ce tarif-là. Tu vois, c'est plus compliqué que ça. C'est pas un système où les sans-papiers arrivent et ils volent le travail aux Français. C'est un système où en fait, même des Français qui acceptent ce tarif-là, tu vois ce que je veux dire. Mais on va pas se dire que les sans-papiers, ils sont prêts à accepter n'importe quoi, tu vois. Mais tu as des Français aussi qui font ça. Donc tu vois, tu ne veux pas trancher. C'est comme la question des sans-papiers. Est-ce qu'il faut régulariser les sans-papiers qui font l'ivoire? Si tu fais ça, tu régularises tous les sans-papiers. Donc normalement, tu n'es pas censé faire. Mais en même temps, moi, sur le terrain, tu as des mecs, je suis désolé, ils méritent mais à 1000% d'être régularisés. Quand je vois comment ils se comportent, quand je vois comment ils travaillent, putain, j'ai envie de leur dire, les gars, franchement, on devrait échanger avec des Français qui sont ici, qui n'ont rien à faire ici, tu vois. Non, mais c'est vrai, ils ne nous respectent pas. Mais non, mais c'est vrai, tu as des mecs qui ne respectent rien, ils volent dans les commandes tout le temps. Tu dis, putain, mon gars, tu n'as rien à faire là, tu vois. Ouais, bien sûr. Et tu vas sortir du métier. Donc, c'est pas aussi simple. Est-ce qu'il y a une solution? J'en sais rien à ce problème-là. Les coursiers, le problème, c'est qu'est-ce que tu veux leur dire aux mecs? Ouais, moi je leur dis, les gars, ouais, mais attends, c'est une culture différente, ils y connaissent peut-être rien. Mais les mecs, ils vont dire, ouais, mes trucs, mais après, les mecs, ils galèrent pour payer son loyer. J'ai un pote qui me dit, ouais, mais tu vois, je galère pour nourrir ma fille. Je dis, bah ouais, il faut changer de métier, les gars, tu vois, malheureusement. Mais bon, c'est compliqué, c'est compliqué. Et au-dessus, qui c'est qui tire les ficelles? Je vais pas dire que les plateformes ont envie de nous rendre en concurrence, parce que ça serait un jugement de valeur. Mais après, c'est du business. Le business n'est pas là pour être gentil ou méchant. Le business, il fait de telle sorte que si je peux gagner de l'argent, je le gagne de l'argent. D'où les règles imposées par l'État, tu vois. Quand il n'y a pas de règles, le business, bah, ils font que les plateformes, bah, forcément, elles savent très bien, mais voilà. Donc, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Et c'est pour ça qu'encore une fois, il faut toujours prendre du recul. Il faut être positif. Et moi, j'essaie de me focaliser sur la plupart des conseillers qui sont extrêmement respectueux, que tu sois d'une culture ou d'une autre. Moi, on me pose la question, ah, mais t'es quoi? T'as des gens, ils me disent, ah, mais toi, quoi, t'es pakistanais comme nous? Ah, bah non, moi, je suis là et tout. Parce que t'as des mecs qui sont pakistanais, les mecs, ils sont comme ça. Hein. Tu les vois, tu te dis, putain, toi, Moi, j'ai vu un mec, putain, le gars, je te jure, je me suis dit, mais. Et tu viens d'Harvard ou quoi? Il dit, non, non, moi, je fais des études. Là, j'arrive pas à trouver un métier dans mon domaine. Parce que je dis, quand tu as un Master 2 en France, tu trouver un travail. Ouais, c'est clair. Et le mec est très, très professionnel. Bonjour madame, je suis désolé, j'ai mis un tout petit peu de temps. Voici votre commande, je vous remercie. Je dis, putain, mais ce mec, ouais, bah, le gars, il vient du Pakistan. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, bien sûr. encore une fois, le cliché de mec sans papier qui arrive, qui galère, qui respecte rien, bon, ça arrive, hein. Ça arrive, voilà. Il y a eu des histoires où tu as des mecs. J'ai même une histoire où tu as un gars, il a violé une cliente, etc. Mais c'est une sur combien? Dans tous les domaines, tu as ça en fait. Tu regardes dans les cadres supérieurs, tu as plein de gens, excuse-moi, mais si tu regardes un petit peu en détail dans la banque. Donc en fait, on stigmatise les coursiers parce que nous, on est considérés comme nazes. En réalité, ce qui se passe, c'est que tu as des conditions qui sont extrêmement compliquées. Et encore une fois, des coursiers qui sont très respectueux, les clients, mais respectez-les parce que derrière, voilà, ça peut être très compliqué et tu as des mecs vraiment en or. Hein. Sincèrement, tu as des mecs humainement en or, tu as des mecs, ils arrivent, ils gagnent rien, ils proposent, ils achètent de la bouffe, ils t'en donnent à tout le monde, tu vois. Les mecs, ils parlent même pas français, ils proposent de la bouffe à tout le monde. Tiens, tu te dis, les mecs, franchement, c'est des cœurs en or, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu as un gars que je connais, il va dans les restaurants à 23h et qu'est-ce qu'il fait? Il va récupérer partout. Donc le gars, il fait exprès de pas travailler alors qu'il galère et il va donner dans des associations tous les invendus et il fait le trajet gratis tous les soirs pour donner à des associations, tu vois, à Courbevoie. Et putain, tu as des mecs vraiment en or, quoi. Tu vois? Faut se focaliser sur. Et le métier de livreur, si on est vraiment réaliste et terre à terre, est-ce qu'il est compatible avec un deuxième job? Ah oui, carrément. En fait, à la base, ça a été un peu pensé comme ça. Mais moi, je pense, mon conseil aujourd'hui, c'est de trouver une activité principale. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que il faut sécuriser tes revenus. Parce que en décembre, ça peut être un peu compliqué avec Noël. Mois de mai avec les pompes, pas évident. L'été, là, dès aujourd'hui, malgré la Coupe du Monde, c'est compliqué. Mois d'août, t'as rien. Donc en fait, tu as des moments où tu vas gagner zéro. Ouais, j'exagère, mais quasiment zéro. Donc en fait, moi, je dis aux gens, c'est de plus en plus compliqué. Pensez à vous, pensez à vos proches, pensez à vos familles. Trouver un autre travail. Et c'est le nouveau sens de mes vidéos et j'ai du mal à avoir un peu de visibilité là-dessus, mais c'est ce que je veux me donner. Ma mission à moi, c'est ça, c'est de dire aux gens, entreprenez. Quand je vois, tu vois, pour des listis, je dis aux gens, les gars, moi, je suis là pour vous aider, pour savoir comment gagner ces 100 euros. C'est pas grand-chose, mais tu commences comme ça, tu changes de posture. Le plus important, c'est la posture. Après, demain, tu vas postuler. Tu as plein de taf où tu peux être indépendant, tu peux proposer tes services. Faites quelque chose, entreprenez ou soyez salarié à côté, même si c'est que à temps partiel. Mais voilà, faut aller de l'avant
et garde ce système de livraison parce que demain, si tu as un besoin d'argent limite au jour le jour, tu as combien des systèmes qui te permettent de dire, même si tu as besoin que de 50 euros sous 2 jours? Tu n'en as pas beaucoup. Là, si tu as ton compte, tu as tes comptes en amont, Ouais. j'ai besoin de 50 euros. Tu vas travailler. Allez. Au pire, tu 2 nuits d'affilée, tu as Oui. tes 50 balles, tu vois ce que je veux dire? Donc, il n'y a pas beaucoup. Il faut utiliser les systèmes là où ça va être intéressant de les utiliser. Aujourd'hui, Mhm. structurellement, il te faut une activité principale et tu fais de la livraison à côté. Et c'est pas possible. Enfin, tu peux, hein. Après, tu es risqué péril. En tout cas, dans certaines villes, ça peut encore marcher, mais on est sûr de rien. Moi, ça fait 10 ans, tu as des périodes où ça cartonne, tu as des périodes où c'est compliqué, des périodes où peut-être ça va être un petit peu mieux, des périodes où ça. Voilà. On ne joue pas au dé avec sa vie, sécuriser vos Ouais, bah, bien sûr, situations, bien c'est sûr. vraiment la seule chose qu'il y a à faire. Et le métier de livreur, livreuse, il peut être une rampe d'accès pour d'autres métiers moins précaires ou pas du tout? C'est juste en attendant. Moi, je pense que ça peut être une rampe d'accès. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, tu es dehors, tu es à l'air libre. Alors, je ne suis pas un bon exemple parce que moi, j'ai des écouteurs mais externes ici, mais tu n'as pas Ouais. droit. Ce n'est pas des écouteurs à l'intérieur, donc Oui, j'entends dehors. Il faut avoir une enceinte, mais vous pouvez vous écouter des podcasts. Tu mets une enceinte, tu peux écouter des podcasts pendant que tu travailles pour te motiver. Tu vois, tu peux, quand tu attends des commandes, moi je suis en train de travailler sur soit des réseaux sociaux, soit des cities, soit par rapport à mes réseaux ou des tâches. Enfin, tu peux essayer d'optimiser, tu vois, ton Oui. activité. C'est extrêmement flexible. Donc justement, moi j'ai envie de dire, en fait, ça vient du mental. Tout vient du mental. Si tu as vraiment envie de changer, de dire, OK, je suis capable de le faire, et tu as plein d'exemples. Hein. Tu as des gens qui, j'avais eu un exemple avec des mecs qui étaient partis faire du football. Ils sont peut-être pas millionnaires, hein, c'est pas Mbappé, mais tu vois, ils arrivent à faire des choses. Des gens qui se sont mis dans la musique, dans le rap, des gens qui. Mhm. Si tu as un projet, mais garde ça en amont et vraiment, mais va sur ton projet. Parce qu'en réalité, on sous-estime toujours ce qu'on peut devenir parce qu'à court terme, il ne se passe pas forcément grand-chose. Mais la vie, c'est une exponentielle. Tant que tu t'accroches, que tu te remets en question, en vérité, j'ai envie de te dire, tu as plein de gens qui peuvent réussir. Ouais. Moi, j'ai un de mes meilleurs potes, le gars, il a commencé comme ça. Tu avais un restaurant qui dit, tiens, ouais, je cherche ça. Et lui, il a proposé ses services. Je ne sais pas comment on fait, mais je vais te trouver ça. Et aujourd'hui, le mec, bah, il vit de ça. Tu vois, il a un réseau énorme partout en France et bah, tu as des gens qui l'appellent pour faire stock, tac, tac. Et lui, il a arrêté la livraison. Aujourd'hui, il fait que ça. Donc en fait, les restaurateurs aussi, c'est un business. Tu vois, ils Oui. ont plein de besoins. Donc tu vois, c'est des commerçants. Donc après, tu peux aller voir peut-être, ils sont en lien avec d'autres commerçants qui peuvent avoir des propositions. Moi, on m'avait proposé plein de fois d'être serveur chez eux ou Mhm. etc. Donc ça peut être un levier. Faut juste s'accrocher mentalement parce que c'est très dur. Quand tu as des commandes à 2,60, ça travaille vraiment le mental. Hein. Je Ouais, veux bah, dire, ça c'est travaille clair, le bien sûr, mental. Hein. bien sûr, voilà, tu m'étonnes, non, tu m'étonnes, c'est assez impressionnant. Et du coup, ouais, il y a un réel manque d'encadrement. En cas de casse matérielle ou de vol matériel, c'est à vos frais. Ouais. Pareil, il y a vraiment que la France est complètement en retard là-dessus. Ouais. Mais pour toi, concrètement, quelles sont les actions et lois que doit mettre en place l'État pour protéger la profession de livreur? Alors, pour moi, déjà la base, c'est de se dire qu'on a aujourd'hui, enfin depuis quelques années en France et à l'international, une activité qui est l'activité entre guillemets d'ubérisation. Concrètement, tu as des plateformes qui disent oui, on vous propose des revenus, etc. Vous passez par nous, on gère tout, bidule, bon, tu as compris le système. Oui. Une plateforme avec plein d'indépendants derrière. Pour moi, ça, avec les moyens, les algorithmes, etc., l'État ne sait pas ce qui se passe au niveau de ces algorithmes. C'est là où les plateformes font ce qu'elles veulent. Imagine, tu as un mec qui arrive, qui insulte tout le monde, qui va te mettre sa pression, qui va dire ah ouais, toi, ah bah, je te paye 2 fois moins, et maintenant tu fermes ta gueule parce que si tu refuses, de toute façon, tu n'auras rien. Oui, tu peux rien Ce faire. serait pas normal. Légalement parlant, tu peux rien Voilà, faire. là, ce serait pas normal, tu vois. Hmm. C'est ce qui se passe. Sauf que la personne, c'est un algorithme. Donc, voilà, il faut mettre les moyens pour analyser et pour réglementer. Il y avait un ministre qui en parlait, c'était Madeleine qui parlait de ça d'ailleurs. Bon, moi je connais pas trop, c'est pas trop de ma génération, mais en tout cas, il avait dit là-dessus un truc très intéressant sur BFM Business, c'est que en fait, il faut créer une activité et réglementer une activité de tâcheron. Et c'est vrai, tu vois, regarde, tu as des CDD dans certaines activités dans la STC que tu peux renouveler les CDD de manière illimitée. Oui. Pourtant, c'est pas la règle de base. Et bien là, dans l'indépendant, il faut créer une case où on dit, OK, tu as la case, je sais pas moi, agent commercial, truc. OK, là, c'est comment on appelle ça? C'est vraiment de Indépendant. l'ubérisation, voilà, tâcheron. C'est-à-dire, tu fais ça, tu es payé, tac, tu es indépendant, d'accord. Mais du coup, tu as des règles. C'est-à-dire qu'il faut analyser secteur par secteur. Encore une fois, c'est pas très compliqué à faire, encore une fois. Hein, voilà, et tu dis, bah, une course, selon le kilométrage, tu as une grille, tu peux pas aller en dessous. Voilà. Et là, du coup, ça permet de réglementer. Et les gens, ils restent indépendants, ils sont mieux payés. La plateforme, elle a cette exigence. Mais à partir du moment où tout le monde doit être aux mêmes règles, aux mêmes standards, c'est bon. Parce que là, si Deliveroo veut mieux payer qu'Uber Eats, ils peuvent le faire. Mais du coup, déjà, les actionnaires ils vont gueuler. Ouais, pourquoi vous faites ça? À la base, bon, là, ça a été racheté par DoorDash, mais la société, elle peut faire faillite, comme Take It Easy à l'époque, tu vois. Oui. Donc, en fait, c'est un peu le dilemme du prisonnier. Tout le monde tire vers le bas. Et c'est nous qui en payons le prix. Si tu as un minimum,
Voilà, c'est comme dans le salariat, hein. S'il n'y avait pas de SMIC, t'inquiète qu'aujourd'hui, tu aurais des gens, ils seraient payés pour faire du ménage à 3 € net, tu vois, de l'heure. Donc on a mis un minimum et il en faut. Et je pense qu'en France, il faut du social. Mais tu as aussi des gens qui veulent être salariés, tu as des gens qui veulent être indépendants. Et même dans l'indépendant, on n'a pas les mêmes protections sociales parce qu'on cotise par exemple 2 fois moins pour la retraite. Oui. Mais derrière, on peut quand même nous protéger. Tant que ce travail ne sera pas fait, moi je crois qu'il peut y avoir des petites évolutions par-ci par-là, mais pour moi ça ne changera pas fondamentalement. Encore une fois, les premiers responsables, c'est l'État et c'est eux qui doivent mettre ces choses en place. Et malheureusement, bah, tu as tellement de choses à changer dans ce pays, Mm. on va pas se mentir, hein, que bah, nous on passe toujours à derrière. Bah ouais, hein, tu m'étonnes. Et tu parlais tout à l'heure du fait que le salariat, c'était peut-être pas la meilleure solution. Qu'est-ce qui fait que être en auto-entreprise, enfin micro-entreprise, être indépendant, c'est une meilleure solution que d'être salarié en tant En fait, c'est juste que tu as une question de flux, tu vois. Et la plupart des coursiers aujourd'hui, ils ne voudraient pas, tu vois, être salariés. Si par exemple, on te dit, tu es salarié, tout ça, mais bah, tu dois travailler, je sais pas moi, de 23 h à 4 h du matin. Après, ils ne voudraient pas faire ça, tu vois. Et en fait, l'intérêt, c'est que tu peux faire ça en plus de tes revenus. Et comme la livraison, tu as des moments où ça va bombarder, des moments où tu n'as rien, Mhm. bah, je pense que si tu mets des primes, un peu comme au début, tu mets des bonnes primes, tu vas motiver les gens à sortir. Oui, les primes, tu n'en as plus, hein. Oui. Tu n'as que des primes à Daily tu vois. Des doubles commandes, tu n'en as que à Daily, des primes plus, tu n'en as que à Daily. Enfin, voilà. Donc, au final, aujourd'hui, je pense que cette flexibilité-là, elle est importante. Et je pense que tu as des gens qui veulent absolument rester salariés et c'est très bien. En fait, il faut de tout aujourd'hui. Oui. Et je pense que ça, c'est typiquement le genre d'activité où la flexibilité doit être présente. Et après, il faut juste que les plateformes soient transparentes, qu'ils disent, voilà, on attend peut-être moins de revenus à telle période, là, on attend beaucoup de revenus, etc. Tu vois. Si tu es transparent, ça va bien se passer. Quand tu Oui. n'es pas transparent et que tu caches les choses et que tu arnaques les gens, comme ce qui se passe en ce moment, bah forcément. Mhm. Parce que mine de rien, bah, Ok. par rapport à ce que tu disais, par rapport au mois de juillet, d'août, par rapport à Noël et tout, livreur Uber Eats, enfin livreur de manière générale, c'est un métier presque saisonnier en fait. Ouais, c'est Comme, ça, ouais. comme maître de ski et tout. Bah, Enfin, c'est... ouais, c'est exactement ça. Tu vois, tu as des périodes où ça va très très bien marcher. Les plateformes ont maintenant 10 ans d'historique et savent très très bien optimiser, ils savent très bien quand tu auras des commandes. Dès qu'il y a la météo, ça rentre dans leur algorithme, ils savent très bien ce qu'il Ouais. faut faire. Donc ils connaissent les données. Ils les savent à peu près, tu vois, ils savent estimer. Donc voilà, ils peuvent très bien gérer ça avec, en faisant fluctuer les revenus. Mhm. Les clients, ils sont toujours prêts à respecter les livreurs, à payer plus cher, mais bon, dans les faits, non. Donc ils seront obligés de passer, de payer et voilà, ça va changer Mhm. la donne, hein. Ouais, bah, ouais, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Bon, ouais, on a parlé de la précarité, on a parlé de tout ça, et je pense que c'est des choses que c'est bien de rappeler, mais que les gens peut-être savent déjà un peu. Mais par rapport à un sujet que les gens ne connaissent pas forcément, c'est le prêt de compte. C'est un Ah truc qui oui, se fait beaucoup. Comment ça fonctionne? ah oui, bah, Pourquoi les gens font ça? Enfin, est-ce que tu peux nous expliquer un peu alors, le prêt de compte. Il y a plusieurs techniques pour gérer ça. Donc, tu vois, par exemple, moi, je ne vous montre pas à la caméra, mais ici, tu vois, donc tu as ton nom, prénom, tout ça, tes Ouais. informations là. Tu as sous-traitant. Voilà. Et donc là, on peut rajouter un sous-traitant. Donc, tu mets ici, tu rajoutes le sous-traitant. Et là, tu peux rajouter un sous-traitant. Donc là, typiquement, moi, je connais un gars, son compte il s'est fait fermer. Tu peux retravailler avec ça. Donc, tu as le droit de faire de la sous-traitance, Mhm. tu vois, si c'est déclaré, si c'est dans les règles. Ok. Tout le reste, tu n'as pas le droit. Donc, Et déjà. concrètement, la sous-traitance, c'est tu mets quelqu'un sur ton profil et est-ce que toi tu gagnes derrière un peu de Alors ce que... ça après, je pense que c'est selon le mec, hein, mais normalement non parce que tu as pas travaillé. Mais après, si tu veux gagner 1 € tu peux. Mais en soi, le mec, il va passer par d'autres personnes, tu vois. Ok. Donc le principe, c'est plutôt, voilà, c'est lui qui gagne et c'est lui qui va déclarer ça sur ses revenus, tu vois. Et donc la personne qui sous-traite, lui, il va gagner 0 parce que tu sais que nous, on peut pas déduire. Oui. Donc tu vois, faut Ah pas que oui, lui, oui. il paye des charges sur quelque chose, tu vois. Enfin voilà. Mais en Hmm. clair, le principe, c'est que celui qui travaille, il va payer ses charges sociales. Et donc aujourd'hui, on a plusieurs phénomènes dans le sens où tu vas avoir le cas, tu passes ton téléphone, mais ça marche moins, c'est parce que maintenant tu as la vérification faciale, tu vois. Tu as le cas où, bah alors, après, c'est très particulier, mais tu as des gens, tu vas dans des boutiques, je vais rester vague, c'est plutôt dans le nord ou le nord-est de Paris, donc à Oui. Paris même et en limite au niveau de Ouais. certaines portes, vers le 93. Alors, on ne sait pas pourquoi vers le 93, mais voilà. Et en fait, tu arrives, les mecs, ils ont carrément des vélos, des scooters pour faire des photos. Tu peux carrément créer ton compte. Tu peux carrément te faire valider un faux compte. Et donc, eux, en fait, tu payes. Alors, ça coûte un peu cher, hein, Oui. voilà, mais derrière, c'est 1 500 €, tu vois, tu peux avoir un compte et tu as un compte qui est activé. Tu vois. Tu peux faire plein de choses. Tu peux décider de passer en scooter, ça. Et Hmm. ils ont des liens, je ne sais pas comment, mais en fait, ça marche. Moi, je connais des gens, ils ont payé. Bah, ils ont eu leur compte, tu vois. Hmm. Donc, tu as vraiment des gens qui sont experts dans les magouilles, qui arrivent à gérer ça, parce que ces plateformes, tu vois, ils ont des sièges, mais en fait, en vérité, comme beaucoup de sociétés, ils passent par des sous-traitants, etc. Oui.
Et à mon avis, la magouille, elle va se passer à ce niveau-là, tu vois. Donc c'est un peu comme l'attribution des HLM, tu payes Oui, et puis oui. tu as ton dossier, quoi. C'est un peu ça. Donc ça, c'est un peu plus difficile parce que tu te retrouves avec un nom, un compte, par exemple, tu as plein de techniques, hein. Soit c'est ton vrai compte, soit c'est un compte qui appartient à Jean-Pierre, hein, tu vois. Et puis, bah, par exemple, c'est juste que ta photo, ils vont peut-être modifier le nom aujourd'hui, mais sinon, ta photo, tu vois, ça va être toi. Donc le mec, il va voir Jean-Pierre, il va voir ta photo. Donc là, la photo correspond parce que la Oui, vérification faciale, c'est que c'est oui, toi. oui, oui. Mais il va pas comprendre. Ah, il s'appelle Jean-Pierre, c'est possible, oui, non. Et en fait, donc tu as plein de magouilles dans ce sens-là. Ce qui est sûr, c'est que ça risque de prendre un coup parce que là, il va falloir qu'on prélève à la source les charges sociales. Donc ça veut dire que là, ça va être encore moins rentable. Je ne sais pas si ça va changer fondamentalement les choses, mais c'est sûr que tu as des gens qui se disent oui, ça sera mieux, Mhm. etc. Deliveroo a commencé à accepter des gens qui étaient en attente depuis plus de 3 ans. Donc là, je connais plein de gens qui ont eu leur compte qui se sont fait activer. Donc je pense que petit à petit, ça va peut-être rentrer dans le rang. À voir. Ok. À voir comment ça va se passer, mais ce phénomène-là de sous-traitance, c'est un vrai fléau. Et on parle des sans-papiers, on parle pas assez de ces Français, tu vois, Français toutes couleurs de peau Ouais, confondues, ouais. qui arnaquent volontairement les gens, tu vois. Et après, typiquement, c'est des gens qui voient pas le problème et qui, voilà, qui se font des vacances en or, etc. Parce Mhm. que t'imagines, tu as 10 comptes comme ça. Ah, putain, un coût de 500 euros par semaine, je sais plus combien c'est le coût, même si c'est pas 500 euros, c'est peut-être moins cher, tu vois. Mais en tout cas, ça te fait des belles vacances, tu vois, à l'autre bout du monde, Bah mais ouais, pour c'est 100 sûr, fois rien, quoi. c'est sûr. Donc bon, c'est un vrai fléau. En tout cas, l'an prochain, parce que ça se met en place au 1er janvier, il faudra regarder comment ça évolue. Et enfin, je pense pas que ça change énormément de choses, mais bon. On verra. Et si on veut se lancer dans les livraisons, c'est quoi le secteur là, à la fois le plus rentable, à la fois le plus sécure, enfin le meilleur secteur pour travailler en tant que livreur sur Géographique ou... à la fois région parisienne et à la fois en France. Mais oui, oui, géographique. Bah déjà, moi, Paris, je sais pas si ça a changé, mais il y a 2 ans, j'étais allé au centre de Paris, qui était le meilleur secteur de France. Non, faut surtout pas y aller. Il y a trop de Tout ce qui est coursiers. Tout ce qui est Châtelet et tout, c'est un peu Ouais, la merde. c'était vraiment de la merde, quoi. Moi, j'y suis allé, bon, l'ouest de Paris, c'est pas mal, tu vois, 17e, le Valois, tout ça, ça cartonne bien. Le Valois, Courbevoie, surtout le Valois, tu vois, c'est bien. Et après, tu as des secteurs, je sais pas, vers le 94, tout ça, c'est mal payé, mais si tu es malin, tu vois, après, il faut analyser son secteur, hein. Tu peux optimiser. Moi, je connaissais des mecs, ils travaillaient avec Deliveroo, Uber Eats, Stuart, enfin, toutes les plateformes en même Mhm. temps. Ils travaillaient en même temps, ils prenaient que des commandes qui allaient dans la même direction et avec un véhicule qui leur permet de pas trop consommer, donc ils dépensent pas trop d'essence. Et au final, c'était super rentable, quoi. Les mecs, ils faisaient, tu vois, à 19h, 2h du matin, ils étaient sûrs de faire 100 balles minimum, tu vois, mais vraiment minimum, quoi. Voire des fois des 150, quoi. Donc ça dépend vraiment des secteurs, tu vois. Ça dépend vraiment. En fait, il faut analyser comment ça se passe. Et tu sais, t'en as plein, ils prennent des commandes qui sont autour de la rocade. Ah oui, Donc forcément, là, c'est très rapide de rapide, bien livrer et sûr. tu te fais, t'avales les kilomètres, tu vois. Mhm. Du coup, c'est super rentable. Donc, il faut vraiment analyser son secteur. Les zones blanches, c'est les zones où avec Uber, tu ne peux pas te connecter. Mais du coup, si tu fais avec Deliveroo, ça va être rentable parce que tu auras moins de monde qui va attendre, tu vas plus sonner. Mhm. Donc, tu vois, faut analyser. Il n'y a pas de règle absolue. Ce qui est sûr, c'est que, parce que ça évolue avec le temps aussi, hein, voilà. Tu le vois avec Paris. Et en fait, il faut vraiment se remettre régulièrement en question pour essayer de. Et mine de rien, c'est bête, hein, mais tu peux doubler ton chiffre d'affaires, hein. Voire plus, Pas mal. si vraiment tu optimises bien. Mhm. Tu vois, en août, moi l'an dernier, j'avais travaillé les après-midi, de 14h à 18h, je faisais mes 50 balles. Mais facile, tu vois. Après, j'avais Deliveroo, j'avais toutes les applications en même temps. Mhm. Alors par contre, oui, un coup, tu es à Houille, tu vois, l'autre coup, tu es à Rueil-Malmaison, tu vois, après, tu es à Paris-Centre, enfin, oui, Ah. tu te balades, quoi. Mais tu es crevé, bah, il est 35 degrés, tu es vraiment crevé, Mhm. mais tu peux faire de l'argent, tu vois. Donc, il faut trouver sa stratégie. Et après, la rentabiliser au maximum et toujours se remettre en question. Bah, comme dans la vie, hein, en fait, hein. Bah oui, bien sûr. C'est ça. Bien sûr. Ok, bah écoute, merci à toi pour tous ces conseils et cette contextualisation. Mine de rien, Bah, c'est un lourd sujet et je pense ouais. que c'est important d'en parler et de sensibiliser là-dessus. Et Mm. puis, que vous soyez livreur, bah, suivez les conseils de livreur de Monsieur Vanny. Et si vous êtes client, faites attention et suivez toujours les conseils de Monsieur Vanny. Non, mais en vrai, C'est vrai. le côté client, c'est être plus humain, tout simplement, et faire plus Ouais, c'est attention à ça. l'autre de manière générale. Ça, c'est une mentalité avec laquelle je suis assez d'accord. Et puis ouais, merci à toi de Mm. cette intervention, c'est très très cool. Quant à nous, on se dit à bientôt pour le 7e et prochain épisode de la Fessure Prod de la musique spirituelle. Allez, ciao ciao! Ciao!